table ronde sur la conjoncture internationale avec Laurent Cohen-Tanugy, Christophe Jaffrelot, Zaki Laïdi qui va nous rejoindre dans un instant, Dominique Moisy, Antoine Sfer et Thierry Drillon à mes côtés, mon confrère animateur. Bien, sur la scène mondiale, sur la scène internationale, la France va jouer un rôle important en 2011 puisqu'elle assume désormais la présidence du G20, cette nouvelle instance de gouvernance mondiale née de la crise financière de 2008. Nous avons vu ce que Nicolas Sarkozy en attendait sur le plan politique intérieur. Nous allons maintenant examiner le sujet sur le plan plus géopolitique. La France a-t-elle les moyens de peser, d'influencer l'accouchement de ce nouveau monde qui n'a pas attendu la crise pour se faire jour, mais dont celle-ci exige urgemment l'avènement? Vous allez voir que nous n'aurons pas trop de ces 5 experts pour tenter d'y voir clair. Alors, je les présente rapidement, toujours par ordre alphabétique. Laurent Cohen-Tanugy, d'abord, vous êtes avocat indépendant, militant européen, passionné, mais réaliste. Vous publiez ces jours-ci un livre au titre un brin provocateur, à l'heure de la Chine triomphante, qui s'appelle « Quand l'Europe s'éveillera » chez Grasset. Vous avez rédigé un rapport pour Christine Lagarde sur la stratégie de l'Europe dans la mondialisation. Vous nous direz si, dans le contexte actuel, vous ne vous sentez pas un peu seul à croire aux chances du vieux continent. Christophe Jaffrelot, juste à ma gauche. Les États de la France, vous avez déjà reçu il y a 2 ans. Vous êtes directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale, qui dépend de Sciences Po et du CNRS. Et vous êtes surtout un spécialiste de l'Asie, continent que vous sillonnez un bon paquet de mois par an. Pour paraphraser Laurent Cohen-Tanugy, vous nous direz si la France et l'Europe ne sont pas définitivement anesthésiées par la puissance chinoise. Zaki Laïdi, je le présenterai quand il arrivera. Le voilà, il arrive. Donc, je peux le présenter. Il est directeur de recherche à Sciences Po, grand spécialiste de la vie politique, française, mais aussi étrangère, à laquelle vous avez consacré des articles remarqués, fréquents. Tout récemment, vous avez publié Le Monde selon Obama chez Stock, dans lequel vous pointez les erreurs d'interprétation auxquelles a donné lieu l'élection du premier président noir aux États-Unis. Vous nous direz peut-être si le monde selon Obama n'est pas un monde sans ou avec beaucoup moins d'États-Unis. Dominique Moisy, vous êtes également un grand spécialiste de l'Amérique, où vous passez de longs et fréquents séjours, où vous avez enseigné aussi, mais vous êtes plus généralement un spécialiste de géopolitique en votre qualité de conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales. Vous aussi êtes en train de rédiger un livre, autant de souvenirs et d'idées que d'analyses, qui s'appellera comment, lui, ce livre? Entre silence et secret, un passé dévoilé. Voilà. Donc là, je pense que nous serons terriblement dans le registre de l'émotion. C'est d'ailleurs ce qu'on aime chez vous, et quand elle se mêle à vos analyses. Enfin, Antoine Sfer, votre présence aux États de la France l'an dernier avait été un moment très remarqué, là aussi très riche en émotions. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec Denis, vous accueillir à nouveau cette année. Vous dirigez les Cahiers de l'Orient, région du monde que vous connaissez dans ses moindres recoins et dont vous connaissez beaucoup de ses dirigeants, et surtout, ce qui compte au moins autant, région du monde que vous aimez avec passion. Voilà, nous avons un exercice difficile parce que c'est vrai que la dernière table ronde, il y a une forme d'injustice qui fait qu'elle doit absorber une partie des retards accumulés au cours de la journée. C'est comme ça, c'est la loi, mais en même temps, c'est une table ronde très attendue. Je donne la parole à Thierry pour que très vite il introduise notre feuille de route. Ensuite, les experts interviendront et je vous demanderai vraiment aux uns et aux autres de faire un effort particulier de synthèse. Thierry, je t'écoute. Merci Gilles. Alors, juste quelques observations. D'abord, en tant qu'ambassadeur du monde de l'entreprise, j'ai une mission à la fois agréable et facile qui est de poser des questions, en essayant de poser le débat sur des questions qui sont à la fois éminemment complexes et sur lesquelles nos experts vont nous aider à répondre. Alors, je crois qu'en arrivant ce matin, je me posais la question en me disant, finalement, dans mon rôle de dirigeant, l'une des questions de fond que je me pose, c'est comment anticiper pour adapter nos entreprises au bouleversement de la mondialisation. Et c'est ça la vraie question de fond, et c'est là où j'attends nos experts pour qu'ils nous aident à y voir plus clair. Alors, quelques observations. La crise a fait naître dans les entreprises un besoin beaucoup plus clair d'une organisation politique mondiale, claire, stable et efficace. Le monde est en pleine mutation permanente, et notre business est devenu de plus en plus global. Mais il nécessite aussi de plus en plus de tenir compte d'un certain nombre de réalités locales
et spécifiques. Alors l'année dernière, vous vous souvenez, lorsque nous étions dans cette même salle, nous étions portés par l'espoir avec l'élection d'Obama, qui était l'ère post-Obama. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus guidé par un principe de réalité, avec plus d'esprit constructif et pragmatique. Alors dans ce contexte à la fois global et local, ce que je vous propose en termes de fil conducteur dans le débat, c'est qu'on puisse analyser les différentes cartes dont dispose la France, non pas à ce jour, mais plutôt à l'horizon 2020, de façon à donner un petit peu plus de perspective. Alors, première carte, c'est les cartes de la France en Europe. L'Europe peut-elle continuer à affirmer ou peut-elle avoir un leadership plus prononcé alors qu'elle est en mauvaise position économique ? Et récemment, elle a encore été affaiblie par la récente crise irlandaise, qui a fait suite elle-même à la crise en Grèce, et puis avec le Portugal, l'Espagne, qui aujourd'hui sont quand même fondamentalement en zone rouge. Mais dans le même temps, elle a résisté, et formidablement résisté, et elle a montré une unité nouvelle. Et je trouve qu'elle a fait preuve d'une vraie solidarité. Alors cette résistance, est-ce qu'elle est durable, et est-ce qu'elle est de nature à lui permettre de jouer sur le même terrain que, par exemple, les US ou la Chine. Et dans ce contexte, quelle nouvelle menace ou opportunité pour la solidité ou la reconsolidation du couple franco-allemand ? Et est-ce que nous considérons toujours que le couple franco-allemand est le principal moteur de l'Europe ? Et puis enfin, sur ce que j'appelle le G2 européen, France-Allemagne, par rapport au G2 mondial, les USA et la Chine. Quel est le poids des uns par rapport aux autres ? Deuxième carte de la France vis-à-vis de l'Asie. On ne peut pas l'oublier. Il y a un nouvel équilibre mondial post-occidental qui voit la confirmation d'un leadership chinois qui est bourré d'ambiguïté. Et donc, par rapport à ça, quelle est la place de la France ? Alors, la Chine, qui est à la fois au cœur, acteur et moteur de la mondialisation, comment est-ce elle nous considère, nous, la France ? Est-ce que nous sommes un partenaire, un marché, un concurrent, une curiosité touristique, une boutique de luxe ou bien encore une quantité négligeable ? Enfin, il y a un certain nombre de nouveaux pays émergents asiatiques qui ont été dopés par la spirale chinoise et ils vont rapidement dépasser la France. Donc, intéressant d'avoir votre avis sur cette montée en puissance de ces nouveaux pays. Deuxième carte de la France dans la gouvernance mondiale et le G20. Il y a eu une première réunion qui s'est passée, vous l'avez tous suivi, qui a été globalement peu encourageante. Alors, comment faire grandir et pérenniser cette nouvelle gouvernance qui suscite à la fois beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Comment redonner à la France et à l'Europe une place plus grande, comme cela a été le cas lors de la présidence de l'Union européenne et dans la crise mondiale, où on a pu voir le rôle de la France absolument prépondérant. Et puis enfin, finalement, le G20, la vraie question de fond, est-ce que ça ne se limite pas finalement aux seuls USA et Chine ? Troisième quart de la France, au Moyen-Orient, et au Proche et Moyen-Orient, et là je pense qu'Antoine nous en parlera. La France est-elle toujours écoutée ? Est-ce qu'elle jouit toujours d'une influence ? Comment limiter la montée des intégrismes et éviter une forme de contagion ? Et à quelles conditions doit-on poursuivre le développement de nos activités économiques, nous en tant que dirigeants, sur un certain nombre de plans, et notamment sur le plan énergétique ? La carte de la France en Afrique. Je termine ma carte de tour du monde. De quel atout dispose encore la France dans l'après-Franc-Afrique ? À qui va profiter la croissance naissante d'un certain nombre de régions ? Et pensons-nous qu'elle va se confirmer de manière durable ? Récemment, il y a eu les événements en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pense que ces événements vont avoir quelques conséquences ? Voilà. Donc en conclusion, j'aurais pu parler de l'émergence confirmée du Brésil sur le plan économique et politique, le poids grandissant de l'Inde, l'influence réaffirmée de la Russie. Mais je vais laisser la parole au débat. Je voudrais juste peut-être... En terminant, en concluant, je crois qu'il y a beaucoup de questions, il y a des incertitudes, il y a des craintes, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a de l'espoir, il y a beaucoup de raisons d'espérer, et comme je suis très franco-optimiste, je veux plutôt regarder le côté à moitié plein que le côté à moitié vide. Alors je terminerai juste finalement en me posant la question principale, est-ce que nous croyons, là, autour de cette table et dans cette salle, que les États, les entreprises, les institutions et les hommes que nous sommes sont capables d'accoucher de ce monde nouveau qui met finalement beaucoup de temps à venir. Voilà, mon cher Gilles. Merci beaucoup Thierry. Et évidemment, tout à l'heure, je te donnerai la parole pour la conclusion. Alors, voilà comment nous allons procéder. D'abord, Dominique Moisy, nous commencerons avec vous. De quel monde la France vient-elle de prendre la présidence à la tête du G20 ? Un monde visiblement sur lequel l'influence occidentale ne cesse de reculer. Du coup, notre pays peut-il encore espérer y jouer sa carte ?
Nous dresserons ensuite l'état des lieux de l'influence française, voire européenne, dans 2 régions du monde très stratégiques, la Chine et l'Asie, avec Christophe Jaffrelot, le Proche et le Moyen-Orient, avec Antoine Sfer. Je donnerai ensuite la parole à Laurent Cohen-Tanuji, qui nous dira pourquoi, selon lui, la messe est dite et pourquoi la France ne peut plus exercer un rôle que dans un cadre européen, et encore, à condition qu'ils connaissent une rénovation en profondeur de son fonctionnement et de ses politiques. Et puis enfin, Zaïki Laïdi fermera le banc en traçant les perspectives nouvelles qu'ouvre cette création récente du G20. Nous lui poserons d'ailleurs la question de savoir si c'est le G20 ou bien le G2 auquel la planète a confié son destin et quel rôle la France peut encore espérer y jouer. Dominique Moisy, les cartes de la France dans ce fameux monde post-occidental que vous aimez décrire. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture de l'économiste de on en a vu une, mais cette ce n'était semaine. pas exactement celle-là. The World Economy Growing Division, donc le monde est divisé en 3. Il y a les États-Unis, les marchés émergents et la zone euro. Et de la zone euro sort un ver, un petit ver, pas nécessairement positif. Un ver dans le fruit. Dans la vision des choses. Je crois que le point que je voudrais souligner est le suivant. Partant de la démographie. Au début du XVIIIe siècle, l'Europe, y compris la Russie, représentait 20% de la population mondiale. En 2050, l'ensemble de l'Occident devrait représenter de 10 à 12% de la population mondiale. Et pour l'Europe, ça devrait faire 6%. C'est-à-dire qu'en l'espace du XVIIIe au XXIe siècle, nous sommes passés de 20% de la population mondiale à 6% de cette population mondiale. Ça veut dire que, et là je rejoins très probablement ce que va dire Laurent Cohen-Tanuji, la France, pour être audible, doit passer par l'Europe. S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas non plus de France. Je crois que ça, c'est le point qui me paraît absolument fondamental au regard de l'histoire. Deuxième point, si on accepte cela, donc il ne faut pas se tromper de diagnostic sur l'état du monde, ne pas se tromper de réponse, ne pas se tromper de priorité. Le premier point, me semble-t-il, c'est que face à un monde qui est en train de changer profondément, nous ne pouvons pas nous contenter d'offrir des réponses que j'appellerais paléolithiques. Il y a 2 types d'écueils à éviter. Le premier, c'est de dire la priorité de la France, c'est de se définir par rapport aux États-Unis, sinon face aux États-Unis. Je crois que cela a du sens en matière strictement militaire, ça peut avoir du sens en Afghanistan. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément toutes les aventures dans lesquelles l'Amérique peut nous convier ou nous associer, mais ça n'a pas de sens sur un plan géopolitique global. Je dirais ceci n'est plus le problème, et ceci n'a pas été le problème depuis très longtemps. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas parler aux Européens comme encore on l'a fait très récemment. Rappelez-vous telle ou telle formule, on ne parle pas ainsi à la grande nation. Je crois qu'une certaine forme d'arrogance est suicidaire. L'idée que si nous mécontentons les Danois, les Hollandais, sans parler des Suédois, c'est donc que nous sommes dans la bonne voie, ne me paraît plus jouable très longtemps. D'ailleurs, c'est fini. Dans ce contexte, il faut au contraire se demander ce que doit faire la France pour contribuer à rendre l'Europe crédible. Et il y a une vieille formule célèbre de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Lord Ismay, qui définissait ce que devait être l'OTAN au début des années 50. Et il disait l'OTAN a 3 missions:
to keep the United States in, to keep the Soviet Union out, and to keep Germany down. Et donc je me suis demandé, à partir de Lord Ismay, ce que pouvaient être les priorités de la France en Europe. Et j'en ai vu également 3. To keep Great Britain nuclear, garder la Grande-Bretagne comme une puissance nucléaire. To keep Germany European, garder l'Allemagne comme une puissance committed, qui est engagée à l'égard de l'Europe. Et bien entendu, to keep Europe relevant. C'est la conclusion de tout cela. Et je pense que ce message, il est fondamental. Au début, en 1945, vous aviez sur le quai d'une gare un ancien résistant qui sortait de Dachau, qui s'appelait Joseph Revent, qui disait « La France aura l'Allemagne de ses mérites ». C'était la formule qui a été l'origine de la réconciliation et de la reconstruction de l'Europe. Cette formule, la France aura l'Allemagne de ses mérites, elle a encore du sens aujourd'hui. Le problème n'est pas de se demander avec inquiétude, comme nous y encouragent les médias anglo-saxons, et encore cette semaine The Economist, où l'on voit une boule de neige qui fond, qui est presque réduite à portion congrue, et c'est Nicolas Sarkozy, face à une énorme boule de neige qui visiblement résiste à tous les changements climatiques, et c'est Angela Merkel. Donc le problème n'est pas de nous demander si nous jouons encore dans la même division que l'Allemagne. Le problème, c'est de nous demander comment rendre l'Europe relevant. Comment peut-elle jouer dans la même ligue que les pays émergents et que les États-Unis? Et ceci n'est pas possible sans l'Allemagne, qui demeure bien évidemment le pays clé. Et il y a un vrai débat en Allemagne entre les Européens et ceux qui ne le sont plus. Ne nous faisons pas d'illusions. Vous avez une partie de l'opinion publique allemande qui parle du reste de l'Europe comme les Catalans parlent du reste des Espagnols. Nous n'allons pas payer pour ces paresseux. Ceci n'est pas acceptable, et je crois que la France doit jouer un rôle dans cela. Alors le deuxième point qui me paraît essentiel, et je conclurai là-dessus très très vite, de la même manière que la France ne doit pas se tromper de priorité, nous devons aussi être conscients des évolutions profondes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et le premier point, et je crois qu'il a une importance fondamentale sur le plan du rapport de la France à l'Europe, c'est que la notion de briques, me semble-t-il, a éclaté. Il n'y a plus les briques type Brésil, Russie, Inde, Chine. Il y a la Chine de son côté, qui n'est pas une puissance émergente, qui est une puissance réémergente et qui ne fait plus partie de cette catégorie. Et par contre, il y a deux pays qui ont sans doute rejoint la catégorie que l'on appelait hier les briques, la Turquie et l'Indonésie. Donc, à un moment où l'on devra parler très vite de Briti et non plus de briques, la France doit repenser sa politique vis-à-vis de la Turquie, songer à sa politique vis-à-vis de l'Indonésie. Est-ce que nous avons bien intégré l'émergence de cette nouvelle, future, grande puissance? Bref, nous avons besoin d'ouverture d'esprit, de modestie et de réalisme. Nous n'existons pas sans l'Europe, et l'Europe n'existe pas sans la France et l'Allemagne. Merci Dominique. On va maintenant faire deux coups de projecteur, un sur l'Asie et puis un ensuite sur le Proche et le Moyen-Orient, en voyant toujours cette problématique de l'influence que la France peut y jouer, France toute seule ou France avec Europe. D'abord l'Asie avec Christophe Jaffrelot. Merci beaucoup. Dominique Moïsi, vous avez quelques données, vous a livré quelques données démographiques
ne faut pas abuser des chiffres, mais j'aimerais commencer aussi par quelques statistiques, cette fois-ci de taux de croissance pour fixer un petit peu les termes du débat. Sur la décennie qui s'achève, donc sur 2000-2009, le G7 a fait un taux de croissance moyen de 1,15%. Alors évidemment, la fin de la décennie a été calamiteuse, donc elle a tiré la moyenne vers le bas, mais il faut la prendre en compte. Les BRIC ont fait 6,6%, environ 6 fois plus. Et il est vrai que les BRIC ne sont plus aussi homogènes qu'ils l'étaient, sauf qu'ils savent serrer les rangs contre nous, et on l'a encore vu à Cancun récemment, lorsqu'il faut ne pas brider la croissance en limitant les émissions de CO2, ils savent très bien faire une coalition. Au sein de ces BRIC, évidemment, il y a 2 poids lourds asiatiques. La Chine qui a un taux de croissance à 2 chiffres sur la décennie, et imaginez ce que ça veut dire que de croître de 10% par an pendant au moins 10 ans, et l'Inde qui est à 7% et qui va remonter, on table sur du 8 et quelques pourcents cette année. Et l'Indonésie, effectivement, qu'on n'a pas dans le rétroviseur, qu'on n'a pas sur l'écran radar, qui est à plus de 5% de moyenne sur la décennie. Donc on a là, de façon assez graphique, en quelque sorte, la donnée principale qui fait que l'émergence, c'est d'abord un phénomène asiatique. Et c'est évidemment de ce continent-là qu'on parle le plus. Pourquoi Obama ne vient-il plus au sommet Europe-États-Unis, mais passe 10 jours en Asie? Parce qu'il a compris que le point de gravité, le centre de gravité du monde s'était déplacé vers l'Est. Alors face à cela, effectivement, atout et handicap de la France. Alors, les atouts de la France en Asie tiennent d'abord à sa spécialisation, je dirais, économique. Voilà des pays qui sont avides de développement, d'infrastructures, et la France sait faire des centrales nucléaires, des routes, des trains, tous les équipements, et vous parliez d'opportunités, en voilà des opportunités. Tous ces équipements peuvent venir de chez nous, entre guillemets, et j'ajouterais, dans un continent qui est le premier consommateur d'armes au monde, c'est hélas aussi, je maintiens le hélas, une opportunité pour notre secteur de ce côté-ci du spectre industriel. Puis évidemment, ça va de pair, il y a là des investissements à faire. Il ne s'agit pas que de vendre, il faut aussi investir, et la France investit, les grandes firmes françaises investissent considérablement en Asie. C'est une chose qu'on a pu voir tout récemment, la semaine dernière encore, Nicolas Sarkozy en Inde a, semble-t-il, vendu pour 15 milliards d'euros de ces différents matériels, ce qui d'ailleurs, je le souligne au passage, reflète une diplomatie du contrat qui reflète aussi en creux une faiblesse. Lorsque l'on pèse, lorsque l'on compte dans ces pays-là, c'est d'abord en tant que fournisseur de matériel divers et variés, pas tellement en tant que poids politique en vérité. Et j'y reviendrai pour finir. Alors, je dirais que les atouts s'arrêtent un peu là et qu'il faut, pour préparer l'avenir, voir où sont les handicaps. Ils sont, je le dis en incise, dans le prix des matériels en question. Bien souvent, c'est là que ça coince. Et pour modérer, en quelque sorte, pour rendre la pilule moins amère, il faut accepter des transferts de technologie qui sont un véritable défi, car ça veut dire que l'on va vendre de plus en plus avec des transferts de technologie qui hypothèquent en partie l'avenir si nous ne sommes pas capables de faire la R&D qu'ils font. Et là, il y a un défi, et à 2020, l'horizon d'attente est parfaitement pertinent. Autre handicap, il y a de grosses entreprises dont vous connaissez tous les noms, il y a peu de PME, et là, à l'international, nous avons là un vrai handicap, notamment par rapport à l'Allemagne. Même chose, je dirais, en termes de handicap, mais à rebours, l'Asie s'inquiète de voir le marché européen s'effondrer. C'est inquiété d'abord de voir la crise financière, et du côté chinois, ça a été l'incompréhension la plus totale. Ils n'ont pas été foutus de gérer leurs finances de manière à ce que nous ne soyons pas maintenant débiteurs, en un sens,
d'autant de milliards de dollars. Hein. Chine et États-Unis, c'est 800 milliards de dollars au bas mot. Mais au plus de cela, évidemment, c'est des marchés qui s'effondrent aussi. Et du coup, ça amène ces pays à se détourner de marchés devenus atones et à développer leur marché intérieur. On avait tous prédit que l'Asie boirait la tasse à cause de la crise occidentale, entre guillemets. En fait, elle a réussi à se retourner vers ses marchés intérieurs et nous n'existons plus autant que nous existions, précisément parce que nous n'avons plus autant besoin de ces marchés qu'avant. Pour, je dirais, une dimension plus politique et psychologique, il y a une autre observation à faire, c'est que, vu d'Asie, la France s'est médiocrement insérée dans la globalisation. Alors, pas seulement en termes de commerce international, mais aussi, je dirais, du fait de ce qu'on appelle de plus en plus chez nous, le mot fait florès, la démondialisation, le désir de démondialisation. Pour un continent qui se nourrit de l'insertion dans la globalisation, la notion de démondialisation reflète finalement une sorte de repli qui est lié aussi au fait que les diasporas asiatiques ne sont pas très présentes en Europe, sauf en Grande-Bretagne, et puis qui reflète aussi une forme de repli sociétal, hein, lorsque républicanisme et extrême droite convergent pour refuser le multiculturalisme. Nous avons en Asie les plus grands pays musulmans du monde. Donc ils nous voient aussi sous ce prisme, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un pays d'Asie à forte proportion de musulmans où l'on ne parle pas de la façon dont nous régulons la présence de nos communautés immigrées. Et le cas des Roms étant peut-être, par rapport au petit nombre de personnes concernées, proportionnellement le plus spectaculaire. Un point pour finir, c'est finalement, à l'horizon 2020, une inquiétude que nous devons partager. L'Asie se demande si nous ne sommes pas sur la route du protectionnisme, tout simplement. Un protectionnisme qui serait psychologique, qui serait culturel, mais qui finirait par être aussi économique. Une Europe vieillissante qui se protège, qui cherche à préserver son confort bourgeois, et qui le fait d'autant plus qu'elle voit que l'avenir ne lui sourit pas. Regardez le dernier classement PISA, qui est absolument, je dirais, calamiteux à l'horizon 2020. Nous avons régressé pour ce qui est du niveau d'éducation de ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, qui auront justement, en 2020, l'âge d'être à notre place, ou peu s'en faut. On a une étude ce matin que vous avez eu aussi de l'INSEAD qui est un petit peu moins pessimiste quand même, hein, oui, sur les niveaux de compétences et de qualification. Tant mieux. Tant mieux, mais celle-ci, elle a le bénéfice de la durée, et on peut comparer d'une année sur l'autre, et on retrouve devant Shanghai, la Corée du Sud, des Asiatiques. Un point pour conclure, mais ce sera le point, je crois, qui fera consensus. Il n'y a de carte qu'européenne, et nous avons tort de ne la jouer en Asie que lorsque nous présidons l'Union européenne. Car à défiler comme nous le faisons en français, en britannique, en allemand, les uns après les autres pour placer notre matériel, eh bien nous donnons à ces clients l'image de la désunion sous sa forme la plus visible, et ils en jouent pour faire baisser les prix notamment. Merci beaucoup Christophe. Le dossier européen augmente, Laurent, donc j'espère que vous entendez bien tout ça. On va quand même finir le tour géographique avec Antoine Sfer, où là se pose la question de l'influence française au Proche et au Moyen-Orient, avec probablement peut-être une situation plus contrastée ou plus ambiguë que ce qui vient d'être décrit de façon assez nette, et par Dominique et par Christophe. Merci Gilles, bonsoir à toutes et à tous. En écoutant Dominique et Christophe, j'aimerais tellement que leur rêve soit réalité. Mais de quelle Europe parle-t-on? Au Maghreb, l'Europe, c'est une suite de guichets de subventions. Et ça suffit amplement. Au Proche-Orient, c'est toujours Inglaterra, Allemagne, Espagne, Italie. Et ça remonte à le Portugal. Pas toujours. Et puis, on les comprend, sincèrement. Que voulez-vous que les Slovènes fassent du Proche-Orient? Est-ce qu'ils savent même où ça se trouve sur la carte? Parce que les Proche-Orientaux ne savent pas où est la Slovénie, ça, je vous l'assure. De quelle Europe parle-t-on?
Je crois que ce soit le Proche et le Moyen-Orient ou encore l'Afrique du Nord, ce qui est aujourd'hui tout à fait nouveau, c'est le renfermement communautaire auquel on assiste. L'Irak, en 3 ans, est devenu 3 pays en un. On nous dit que les Libanais s'embrassent sur la bouche, oui, à Beyrouth, et pour signer des contrats. Parce qu'à Beyrouth, on fait des affaires. Mais dans la montagne, les chrétiens sont chez eux, les druzes sont chez eux, les sunnites sont sur le littoral, le dos à la mer, et les chiites qu'on fustige n'ont pas de territoire. 40% de la population du Sud n'est pas chiite, 55% de la plaine de la Bekaa n'est pas chiite. Et ce n'est pas dans un pays qui fait à peine la Dordogne qu'on va faire des déplacements ethniques, ça se voit, ça ne se fait pas, donc on ne le fait pas. Je crois qu'il y a un renfermement communautaire, même dans le Maghreb. Depuis quand on entend parler des revendications autonomistes des Kabyles à ce point-là? Depuis quand entend-on parler au Maroc des Chalha, des Chaouia et des Rifins? Nous sommes en plein éclatement communautaire. Au moment où vous me parlez, vous, alors là, ça me passe par-dessus de la tête, la globalisation, la mondialisation, et on voit des communautés qui se referment les unes sur les autres. On a diabolisé l'Iran. Et on n'a rien appris de l'histoire. On avait diabolisé dans les années 50 Nasser. On a préféré s'allier avec ceux qui avaient la lecture la plus littéraliste, la plus rétrograde, la plus archaïque de l'islam, l'Arabie saoudite. C'est vrai qu'on a des chances de leur vendre des Charles Leclerc, des Rafales, des Tours de la Défense. Mais voyez le problème de l'autre côté. Si demain il leur prend l'envie aux 4 frères de la famille royale, le roi, son prince héritier, son ministre de la Défense et son ministre de l'Intérieur et le gouverneur de Riyad, 4 frères germains, qui viennent faire uniquement au cours d'une fin de semaine leur marché à Paris. Ils sont à la tête d'un fonds d'investissement de 740 milliards de dollars. S'ils se mettent à acheter les industries de distribution juste au petit déjeuner, enfin au brunch, parce qu'ils ne vont pas se réveiller très tôt. S'ils se mettent à acheter ensuite au café après déjeuner l'industrie de défense. S'ils se mettent à acheter dans le marché libre de la mondialisation dans l'après-midi d'autres industries structurelles, régaliennes d'un État. Ils pourront le faire sans même entamer le 2e tiers de leur fonds d'investissement. Aujourd'hui, on est dans cette optique-là au Proche et au Moyen-Orient. C'est un vaste marché. Et tout d'un coup, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ne veulent plus être des clients, ils veulent être des partenaires, tout en ne travaillant pas. Si vous connaissez un Saoudien qui travaille, j'aimerais vraiment bien lui serrer la main, ou un Qatari, ne soyons pas hypocrites. Ils ont de quoi faire payer des esclaves pour qu'ils travaillent à leur place. Et en même temps, on délaisse toute une partie, l'Égypte, le Proche-Orient, la Syrie. Alors il y a un tollé, on a invité un dictateur en France. Attendez, si on s'arrête de traiter avec les dictateurs, alors on restera entre Européens, et encore. Et encore. Il est bon de ne pas vendre son âme, mais alors que ce soit avec tout le monde, les Saoudiens et les Syriens. Que ce soit, parce qu'à mon humble connaissance, je ne crois pas que le roi d'Arabie Saoudite soit un parangon de la démocratie. Ou alors j'ai raté une marche. Je crois que, sincèrement, que les entreprises aujourd'hui suivent les directives de l'État. Il n'y a pas une entreprise en Iran. J'y étais il y a 10 jours. J'ai rencontré 3 entreprises allemandes qui travaillent parfaitement bien. Alors, de quelle Europe me parlez-vous ? Et pourquoi, Antoine, c'est comme ça? C'est parce que les Français ne comprennent pas ces pays-là, qui sont en effet complexes,
Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils sont guidés par la seule finalité économique et que cette finalité n'est pas forcément bien caractérisée, bien identifiée? Il veut absolument me faire dire des choses. Je crois qu'il y a de très très bons connaisseurs de la région. Je ne crois pas que les entreprises, on peut leur demander ça. Ils ont la tête dans le guidon, on les voit. Ils sont en train tous les jours de lutter. Non, il y a dans nos universités, aux séries, partout. Mais on ne les entend plus, on ne les consulte plus. On avait un ministre qui était totalement étranger aux affaires, disons-le. Dès qu'il disait un mot, il suscitait une crise plutôt qu'une solution. Heureusement, aujourd'hui, il fait autre chose. Mais c'était un vrai problème. Parce que vous le vouliez ou non, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a encore la perception des hommes. Des hommes, c'est-à-dire quand un entrepreneur se déplace, ils sont sensibles au fait qu'il le fasse. Et encore plus quand c'est le président de l'entreprise qui vient tout simplement... J'ai un exemple, au cours du mois de Ramadan, j'ai conseillé à un ami entrepreneur d'aller aux Émirats. Il me répond très logiquement, d'une manière cartésienne, mais attends, durant le Ramadan, il ne travaille pas. Je lui dis précisément, vas-y, mais surtout ne parle pas boulot. Dis-leur que tu as envie de passer juste, de partager un moment de recueillement, de particulier, de prière avec eux. Jusqu'à maintenant, son interlocuteur raconte ça partout aux Émirats. Il y a un accidentel, il doit être tombé de son lit parce que c'est le seul qui est venu me voir et il ne m'a pas parlé boulot. Et je crois qu'il est temps qu'on en fasse des partenaires, mais qu'on en fasse également des partenaires dans la vie, pas seulement dans les affaires. D'une part. D'autre part, quand on diabolise un pays comme l'Iran, c'est qu'on ne connaît pas la civilisation perse. Les Iraniens ont peur. Ils ont peur des talibans pakistanais, ils ont peur des talibans afghans, qui peuvent déferler quand ils veulent sur leur frontière orientale. Ils ont la trouille. Ce sont des Perses qui sont entourés d'Arabes, de Beloutches, de Pashtuns, de Tadjiks, d'Ouzbeks. Ce sont des chiites sur le plan religieux dans un océan de sunnites. Ils ont la trouille. Ils savent très bien que s'ils produisent une tête nucléaire, le lendemain, l'Arabie saoudite et l'Égypte recevront eux-mêmes la bombe nucléaire. C'est parce qu'ils veulent. Ils veulent être protégés. Mais protégés comme les Américains protègent les Saoudiens, c'est-à-dire les frontières et le régime des Saouds. Et eux veulent qu'une puissance puisse les protéger de la même manière, c'est-à-dire la frontière et le régime actuel. Or, le régime actuel est en train d'éclater. Les 4 pôles du pouvoir se font la guerre par presse interposée aujourd'hui en Iran. Et en même temps, ils ne peuvent pas traiter avec n'importe qui. Les Anglais et les Russes sont des personnes non gratées en Iran. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, ils ont essayé de dépecer l'Empire. Et les Iraniens, inventeurs du jeu d'échecs, ont oublié d'être idiots et d'avoir la mémoire courte. Mais ils détestent les Arabes, ils sont pro-israéliens. Il suffit d'y aller, de les entendre parler, les bazaris, les instituteurs, les universitaires, etc. C'est étonnant. Nous, à la fois citoyens, mais nous aussi journalistes, hélas, nous donnons la parole uniquement à ceux qui font monter l'audimat et qui font vendre le papier. Les islamistes aujourd'hui sont un véritable problème dans notre société. Mais on est toujours dans tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il suffit de se décider, de prendre le Coran et de le lire. C'est pas difficile, c'est pas un livre de chevet, j'en conviens. Mais ça demande un petit effort de citoyen. Et à ce moment-là, on peut répondre aux islamistes. On peut les traiter d'imposteurs quand ils vous parlent du voile, quand ils vous parlent de la polygamie en islam. Tout cela est une affaire de savoir et de connaissance. Un dernier mot, juste, j'adore ce proverbe.
arabe, libanais, qui dit « confie ton pain au boulanger, même s'il t'en mange la moitié ». Nous ne manquons pas de boulangers qui connaissent parfaitement le monde arabe. Et la preuve, l'idée de l'Union méditerranéenne était une idée géniale. On a accouché maintenant d'une union pour la Méditerranée, c'est-à-dire la ratatouille qu'on va servir aux pays du Sud en leur disant « mangez, nous avons préparé le plat et nous pensons que c'est bon pour vous ». Et ça ne marche plus. Ça a eu marché, ça a eu payé, mais ça ne marche plus. Donc, on a d'excellents boulangers dans nos universités, dans nos laboratoires de recherche. Il suffit tout simplement de les consulter. C'est peut-être ça qui est le plus difficile. Merci. Est-ce que dans le dialogue ou la recherche de meilleure compréhension que vous appelez de vos voeux, l'Europe est une structure pertinente ou est-ce que la France a une carte spécifique à jouer? La France a une carte spécifique à jouer paradoxalement. Je n'ai jamais, en 42 ans de métier, rencontré une telle demande de France dans cette région du monde. Étonnamment. Je n'ai jamais rencontré une telle demande de présence française. Est-ce pour casser le tête-à-tête imposé par les Américains? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Ça veut dire en fait qu'on a des cartes, mais qu'on les joue très mal. Si je résume votre intervention, c'est ça. Ah oui. Alors là, d'accord. C'est un raccourci, mais qui dit exactement ce qu'il veut dire. Très bien. Merci beaucoup. Laurent, je crois que vous n'aurez aucun mal à convaincre et les experts de cette table et l'auditoire qui entend ça depuis ce matin. Je sais que vous assistiez ce matin à la table ronde économique sur le fait que les solutions au redressement français passent par plus d'Europe. Là où il va falloir que vous vous démeniez peut-être un petit peu, c'est pour vous nous convaincre que c'est réaliste et que ça peut avoir lieu. Merci Gilles. Bonsoir. Je commencerai peut-être par citer une formule célèbre de François Mitterrand à la veille du référendum sur Maastricht, où il disait la France est notre patrie, l'Europe notre avenir. Et je crois qu'il faut se demander aujourd'hui où en est notre avenir européen et peut-être où est passé notre avenir européen, si on veut être plus pessimiste. Je crois que l'Europe est confrontée aujourd'hui à trois crises. La première, c'est la crise financière et économique mondiale de 2008-2009, qui est loin d'être terminée évidemment, dont l'Europe s'est pour le moment relativement bien tirée, à la fois en termes de gouvernance et sur le fond. La France a joué un rôle moteur dans la gestion de cette crise, notamment au moment de sa présidence de l'Union européenne au deuxième semestre 2008. Sauf que la crise n'est pas terminée. Bon, d'une part, l'Europe est aujourd'hui la zone de croissance la plus faible du monde, avec un chômage élevé, mais ça c'est pas nouveau. C'était déjà le cas, on va dire avant la crise. Ça a été simplement accentué par la crise, avec notamment la montée en puissance des pays émergents. Ce que la crise a amené, c'est une explosion de la dette publique et des programmes d'austérité généralisés. Ce qui nous amène à la deuxième crise européenne, qui est la crise évidemment de la zone euro dont on parle tous les jours. C'est une conséquence de la crise financière mondiale qui a creusé donc les déficits publics, mais c'est aussi une crise spécifiquement européenne, puisqu'elle résulte des défauts de conception de l'Union économique et monétaire et des défauts, je dirais, de surveillance également de l'UEM. Et c'est la crise la plus aiguë, évidemment, puisque un nombre croissant de pays sont sur la sellette, les pays dits périphériques, mais plus seulement eux. C'est une crise aiguë parce que l'avenir de la zone euro est en jeu, et qu'au-delà de ça, si la zone euro, si l'Union économique et monétaire implose, c'est toute la construction européenne qui est atteinte. Et puis il y a la troisième crise, ce que j'appellerais la crise d'avant la crise, qui est évidemment la crise du projet européen lui-même. Crise qui sévit depuis de nombreuses années et qui est marquée par le dépérissement de ce qu'on appelait l'esprit communautaire, la montée des égoïsmes nationaux, l'absence de leadership. On parlait du moteur franco-allemand, c'est un moteur qui est quand même en panne, à part dans la gestion de crise purement et simplement, et qui se marque également par un blocage simultané de l'approfondissement et de l'élargissement, c'est-à-dire un point finalement de paralysie totale.
Et c'est un phénomène qui concerne la France également, avec notamment le rejet du traité constitutionnel de 2004 par le référendum de 2005. Alors à partir de ce constat qui n'est pas très réjouissant, d'abord quels sont les enjeux et puis quelles sont les solutions? Alors les enjeux, je crois qu'ils sont simples. Hein. Dans le pire des cas, c'est la survie de l'euro, de l'Union économique et monétaire et de la construction européenne elle-même. Et puis dans le cas le plus optimiste où cette survie est assurée, c'est la place de l'Europe dans la mondialisation. Alors commençons par la crise la plus aiguë, celle de la zone euro. Je crois qu'on assiste depuis un certain nombre de mois maintenant, presque un an, mais de plus en plus avec une tension de plus en plus forte, à un bras de fer entre les marchés et les États. Les États sont pris en otage du too big to fail, puisque finalement la zone euro, c'est vraiment la quintessence du too big to fail. Si jamais ça implose, le risque est absolument catastrophique, à la fois pour les États membres de la zone euro, pour l'Union économique et monétaire, pour la construction européenne, et puis pour tout le système financier mondial en réalité. Donc on ne peut pas se permettre de laisser cela se produire. Les marchés le savent, et donc les États, les institutions publiques passent à la caisse quasiment tous les jours et toutes les semaines. Et les marchés donc testent la résistance du système. La réponse européenne a été jusqu'ici essentiellement financière, et elle n'est pas négligeable, hein, le sauvetage de la Grèce, de l'Irlande, de la mise sur pied du Fonds européen de stabilité financière, dont on travaille maintenant à le pérenniser. Mais cette réponse financière n'est pas illimitée, hein, et les marchés le sentent bien. Progressivement, elle va toucher ses limites. Un nombre de plus en plus important d'États va être fragilisé. Il y aura de moins en moins d'États qui seront en mesure justement de mettre la main à la poche. Je crois que les seules réponses de long terme à la hauteur des défis sont économiques et politiques. Économique, c'est-à-dire la réduction des déséquilibres macroéconomiques au sein de la zone euro, qui sont quand même à l'origine de la crise, et la mise en place d'une véritable stratégie de croissance commune au niveau européen, ce que n'a jamais été la stratégie de Lisbonne, et politique, avec la nécessité d'aller vers des mécanismes de solidarité budgétaire et des mécanismes de mutualisation. On parle actuellement beaucoup de cette idée de marché obligataire commun pour la dette publique européenne. Tout cela va dans le sens de plus d'intégration, plus d'union politique. Et je crois que nous y viendrons nécessairement, sinon la zone euro ne survivra pas. Mais simplement, même si ça prend du temps, il est important, à mon avis, de fixer un cap politique très vite pour enrayer l'engrenage actuel. Et je dirais que le même remède vaut pour les deux autres crises, la crise économique mondiale et la crise du projet européen. On a évoqué, les intervenants précédents ont évoqué plusieurs formes de cela. La démographie, la montée en puissance des pays émergents, la puissance financière d'un certain nombre de pays. Je crois que tout ça peut se résumer en une formule. La mondialisation et l'émergence d'un monde de nations-continents renouvelle, je crois, le débat sur le fédéralisme européen, qui n'est plus aujourd'hui une question de rapport entre les États et Bruxelles. Je crois qu'aujourd'hui, la mondialisation nous impose de revoir cette question. Il n'y a pas, je crois, de survie du projet européen sans la constitution d'une masse critique qui ne sera jamais une nation, mais qui doit ressembler le plus possible à un État, moi j'aime bien la formule de Jacques Delors, une fédération d'États-nations, quelque chose de tout à fait spécifique, mais qui a quand même des traits fédéraux. Aujourd'hui, l'institution clé dans la crise de la zone euro, c'est quand même la Banque Centrale Européenne, et c'est la seule institution véritablement fédérale de l'Union. Sinon, l'Europe sera marginalisée et périclitera. Alors comment passer de l'état actuel à cet objectif qui me paraît indispensable? Je crois qu'il faut, d'une part, utiliser le levier de la crise, et ce levier en réalité est suffisamment impérieux pour faire ce travail. On le voit avec ce qui se passe sur la zone euro actuellement. Et puis il faut aussi qu'un certain nombre de grands dirigeants nationaux prennent conscience de la responsabilité historique qui est la leur de faire ce passage
dans les années qui viennent. On a très peu de temps. Tout ça va se jouer dans la décennie. Le monde, je ne sais pas qui disait que le monde change lentement. Moi, je trouve que le monde change très très vite. Et si on pense qu'il change lentement, on se fait vraiment des illusions. Quand on voit la manière dont la crise a accéléré en fait des changements qui étaient déjà en cours, et notamment ce phénomène quand même fondamental qui est la montée en puissance, non seulement économique, mais politique, stratégique des pays émergents, c'est quand même un changement fondamental. Alors le rôle de la France dans tout ça, pour conclure, je crois que le problème de la France en Europe, c'est que la France est un pays souverainiste et un pays qui a toujours, notamment dans la direction actuelle, qui mise sur l'intergouvernemental. Et c'est vrai que depuis 20 ans, depuis le traité de Maastricht, en gros, on est passé d'une Europe qui était équilibrée entre la dynamique communautaire et la dynamique intergouvernementale vers une Europe qui est dominée par l'intergouvernemental, c'est-à-dire l'Europe des États, en gros. Et je crois que le constat, enfin c'est ce que j'essaie de faire dans le livre dont vous annoncez la parution, je crois que le bilan de cette Europe des États depuis 20 ans est un bilan assez catastrophique. Hein, c'est les 3 crises que j'évoquais tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une conversion française, parce que la France a un rôle clé à jouer, vers un projet plus fédéraliste et essayer de rejoindre l'Allemagne qui était dans cet esprit-là dans les années 90, qui nous a tendu la main plusieurs fois pour le faire jusqu'au moment où les Allemands ont dit bon mais si c'est comme ça, nous on joue notre jeu national, et c'est aujourd'hui, enfin c'était en tout cas dans les années 2000 le cas. Maintenant avec la crise de l'euro, il y a peut-être un changement, mais je crois que c'est là le rôle clé de la France. La crise, à cet égard, fournit des leçons ambiguës, parce qu'on a tendance à dire, bah, écoutez, vous voyez bien que ça marche, l'intergouvernemental, on a géré la crise financière de 2008, on est en train de gérer la crise de la zone euro, mais enfin on voit bien que ce sont des solutions de court terme, des solutions dans l'urgence, et qu'en réalité ça ne marche pas véritablement. Ce n'est pas en tout cas un modèle pérenne de gouvernance de l'Union européenne. Voilà, j'en reste là. Laurent, est-ce que le projet que vous défendez, et que je crois défendre une grande partie des élites françaises, peut se faire sans l'adhésion des populations, de l'opinion, et est-ce qu'aujourd'hui on est capable de susciter cette adhésion? On a vu ce matin la table ronde politique, on l'a vu tout à l'heure avec Stéphane Rosès sur la table ronde sociale. On voit bien que l'opinion est assez rétive à toutes ces dimensions de globalisation, de mondialisation. Et je ne sais plus si c'est Stéphane ou Brice Teinturier qui disait « Ah ben, au moins, on pouvait soutenir que le gouvernement français n'était pas très efficace parce qu'on pouvait s'en remettre à une efficacité européenne, mais aujourd'hui, on n'a même plus l'efficacité européenne. Donc, vraiment, est-ce que ça serait la peine d'accélérer dans cette direction ?» Non, moi, je ne partage pas votre analyse. Je ne dirais pas, je ne pense pas que. Question. Non, mais enfin votre question, c'est-à-dire que les prémices de votre question, c'est-à-dire que je ne pense pas que les élites françaises, ni les élites économiques, ni les élites politiques, ni même les élites économiques, aujourd'hui, en tout cas depuis 10 ans, sont pro-européennes. Elles l'étaient dans les années 80, dans les années 70, c'est-à-dire c'est ça ce qui a permis d'avancer. Mais depuis, en gros, le traité de Maastricht, depuis les années 90, la mondialisation, etc., il y a eu une désaffection. Et je crois que... alors, pour les élites politiques, c'est compréhensible parce que leur fonds de commerce est national, mais pour les élites économiques, je crois que c'est un vrai problème, et il faut absolument... Il n'y aura pas ce saut vers l'intégration et le fédéralisme s'il n'y a pas un changement d'attitude des élites économiques françaises. Bon. Quant à l'opinion, moi, je n'ai jamais adhéré à l'idée que c'est l'opinion en fait qui est contre davantage l'intégration. Je crois que c'est un prétexte que les hommes politiques manient très bien. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, l'opinion se rend bien compte que dans la mondialisation, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et d'autres pays, la France ne peut exister qu'au sein d'une Europe efficace. Cette Europe a été rendue inefficace par 20 ans de cette Europe des États qui nous a amené à la paralysie actuelle. Je crois qu'il y a aujourd'hui une demande, ou en tout cas une acceptation de l'opinion, s'il y a un véritable leadership européen vers ce projet. Un référendum sur la Constitution européenne aujourd'hui passera en France ? Il ne faut pas faire des référendums sur tout et n'importe quoi. Honnêtement, c'est pas ça. Il y a besoin aujourd'hui de leadership. L'Europe, ça se construit aujourd'hui à 27, c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis contre, et je le dis dans ce livre, il faut bannir les référendums nationaux. On ne peut plus à 27 faire des référendums nationaux. Si on veut faire un référendum, faisons-le au niveau européen, avec des règles de majorité européenne, mais cessons de laisser l'Irlande, Danemark, etc., la France bloquer le système pour des raisons qui, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec la question posée. Merci beaucoup. Zaki Laïdi, la France préside le G20.
Le G20, ça sert à quoi? Ça peut servir à quoi? Ça peut servir la France, ça peut servir les autres pays. Est-ce que c'est le G20 qui va être pertinent? Est-ce que c'est pas le G2? Quel est le scénario que vous voyez pour 2011 dans cette instance assez nouvelle finalement, qui fait ses premiers pas? Écoutez, pour répondre à votre question, il y a toujours un dialogue qui me revient à l'esprit, c'est celui qui avait associé Mao Tse-tung à une délégation française qui lui avait demandé, Monsieur le Président, quelle est à votre sens l'influence de la Révolution française sur la Révolution chinoise? Et après un long moment de réflexion, il leur a répondu, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Donc c'est quand même la première réponse que je ferai à votre question. Maintenant, plusieurs remarques. Première, ces bouleversements auxquels nous sommes confrontés peuvent apparaître comme spectaculaires, mais ils sont, je dirais, dans la norme historique. C'est-à-dire la réémergence de la Chine ou de l'Inde, c'est un pattern qu'on a connu avant la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, l'Inde et la Chine, ça représentait 40% de la richesse mondiale. Donc il faut se défaire de cette interprétation exceptionnelle. On est dans une norme historique. Alors, par rapport à cette norme historique, quand on s'interroge sur la place de la France, il faut essayer de s'interroger sur les déterminants de la puissance sur le long terme. Il n'y a pas à procéder à de la divination, mais à se demander quels sont les facteurs qui structurent la puissance. Ces facteurs, c'est, on l'a dit, la démographie, la croissance de la productivité et ce que j'appellerais l'instinct de la puissance. La démographie, elle joue contre l'Europe, même si au sein de cet ensemble européen, les situations sont différentes et que la France est plus avantagée que d'autres. La productivité, elle est clairement, évidemment, en retard, même si, évidemment, les gains de productivité sont plus importants chez ceux qui sont dans une logique de rattrapage. Mais, par exemple, par rapport aux États-Unis, où nous avons des gains comparables, nous sommes de facto en retard puisque nous venons de plus bas. Et troisièmement, il y a ce que j'appelle l'instinct de la puissance, c'est-à-dire la capacité à se représenter à sa place dans le monde et la volonté d'agir sur ce monde. Et là, nous sommes aussi en position évidemment collective de faiblesse, car fondamentalement, nous ne sommes pas les garants ultimes de notre sécurité. Et nous partageons dans le monde cette situation particulière avec un autre grand État qui est le Japon. Le Japon et l'Europe sont par leur nature des soft power parce que précisément ils ne sont pas les garants de leur sécurité et on a pu en mesurer dans le cas japonais ces derniers mois l'extraordinaire vulnérabilité du Japon face à la Chine et prenant conscience de son extraordinaire dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis ont en fait poussé à la démission un Premier ministre japonais et que plus que jamais le Japon se sent dépendant de son alliance avec les États-Unis. Et donc un des problèmes qu'affronte l'Europe, c'est bien évidemment le fait qu'elle n'est pas la garante ultime de sa sécurité. On ne peut pas être dans le monde un acteur présent si on n'est pas garant ultime de sa sécurité. Et le nouveau concept stratégique de l'OTAN montre que les Européens ont beaucoup de soucis à se faire de ce point de vue-là. Je pourrais élaborer dans le débat, mais je crois que c'est important. Alors, dans ce contexte, les atouts français et les faiblesses. Les atouts, ils sont relativement bien identifiés. Ils tiennent à une grande et incontestable créativité politique et diplomatique.
La France s'est toujours caractérisée par une capacité d'inventivité, d'initiative diplomatique, toujours. Y compris d'ailleurs avec la constitution du G20, mais dans toutes les grandes situations, face à tous les grands enjeux internationaux, les Français ont toujours été plutôt du côté des créatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. L'autre grand atout aussi sur le plan international, c'est une capacité à parler aux autres, y compris à ceux qui ne partagent pas nos points de vue, et donc la fonction de pont entre le monde occidental et non occidental est un des atouts incontestables de la politique française. Les faiblesses, elles sont tout aussi identifiées, et je pense que dans un certain nombre de domaines, elles s'aggravent. Alors, en ce qui concerne le monde de l'entreprise, je crois que la chose la plus préoccupante, c'est l'incroyable affaiblissement de notre outil industriel. Et le vrai problème, à partir de cet incroyable affaiblissement de l'outil industriel, et incroyable est un mot qui est très faible, au regard de l'impressionnant succès germanique, doit nous mettre en garde sur ce que j'appellerais un mauvais diagnostic, c'est-à-dire l'identification de nos problèmes à des facteurs exogènes, et notamment l'identification de nos difficultés d'adaptation à la concurrence étrangère venue des pays émergents. Parce que ces pays auraient des normes sociales basses, des normes environnementales basses, et qu'ils auraient recours à des procédés qui ne seraient pas justes, qui ne seraient pas équitables, et qui justifieraient, par exemple, que nous allions vers des postures plus protectionnistes. Bon. Face à cela, il n'y a pas à raisonner idéologiquement en faveur du libre-échange ou contre le libre-échange. Il faut se poser des questions simples et partir de faits avérés. Si nous avons un problème industriel, ce n'est pas à cause de la Chine, c'est parce que, fondamentalement, cet outil industriel n'a pas assez réussi à s'adapter. Il faut quand même savoir que les 2/3 de nos échanges, nous les faisons avec des pays qui ont le même niveau et les mêmes standards de développement que nous. Bien. Et puis, par ailleurs, il y a tout simplement le contre-exemple allemand. Si le vrai problème venait de pays à normes basses, eh bien, dans ce cas, comment expliquer le succès exceptionnel de l'industrie allemande dans le monde, qui, autant que je sache, n'a pas des standards plus faibles que les nôtres? Donc, les causes, elles sont structurellement endogènes, et le risque majeur, c'est précisément de rechercher à l'extérieur les causes de notre affaiblissement industriel. Pour moi, c'est un enjeu absolument fondamental. Alors, ceci étant dit, pour revenir à l'articulation G2-G20, les deux existent, mais il faut leur donner la signification réelle que ces instances ont. Le G2 existe en ce qu'il est évident que désormais aucun problème structurel du système mondial ne peut être réglé sans le consentement des États-Unis et de la Chine. Le meilleur exemple, comparer Copenhague ou Cancun à Kyoto. Dans l'un, à Kyoto, les Chinois étaient totalement absents et les Européens surprésents. À Copenhague, les Européens totalement absents et le jeu contrôlé par les États-Unis et la Chine. Alors, donc ça, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le G2, c'est le retour à une bipolarité comparable à celle que l'on a connue entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ça, c'est une absurdité. Pour les États-Unis, le défi chinois est à la fois, je dirais, plus sérieux et moins grave que le défi soviétique. Il est moins grave parce que la Chine n'a pas l'ambition de développer un contre-modèle au modèle américain ou au modèle occidental. Mais c'est un défi dans un sens beaucoup plus sérieux pour les États-Unis et pour le reste du monde parce que la Chine avance sur ses deux jambes. Elle avance sur la jambe économique et elle avance sur la jambe stratégique. Et ce qui en fait fondamentalement le seul véritable challenger de la puissance américaine sur le long terme. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire
que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre sans merci. Ils sont dans une logique de rivalité, dans une logique d'affrontement maîtrisé, mais aussi d'interdépendance. Et je pense que pour penser sérieusement le système international, il faut le penser dans ces termes de conflictualité et de complémentarité, et non pas de manière binaire, hostilité, affrontement ou coopération. Bon, alors le G20... Je vais vous demander de conclure, Zach. Oui, le G20, il traduit cette plus grande dispersion de la puissance mondiale, et d'un certain point de vue, c'est quand même un immense progrès, parce que le G20, il représente 80%, plus de 80%, 85% du PNB mondial, et je dirais en termes de démocratisation et de légitimation du système international, c'est un facteur de progrès. Je pourrais en parler très longuement, mais je ne pense pas que ça vous intéresserait. Qu'est-ce qui ferait dire que la présidence française a réussi ou qu'elle n'a pas réussi selon vous ? On pourrait dire qu'elle elle a échoué ou elle a réussi si elle remplit les objectifs qu'elle s'est assignés. Mais comme ils sont extraordinairement ambitieux, notamment refondre le système monétaire international, un nouveau Bretton Woods, je doute qu'au terme de cette présidence, nous en soyons là. Écoutez, il faut la présidence, il faut être sérieux. Il faut savoir ce qu'est une présidence du G20. Elle est très comparable à une présidence européenne. C'est-à-dire que vous êtes là comme un facilitateur, vous faites du consensus, vous fabriquez du consensus et vous essayez de faire avancer vos propres priorités. C'est à la fois beaucoup, mais ce n'est que ça. Président du G20, ce n'est pas président du monde, même si certains pensent que c'est le cas. Donc c'est un enjeu qui aurait été survendu en politique intérieure française. Comme beaucoup d'enjeux de politique étrangère sont survendus. D'accord. Merci beaucoup. Thierry, la conclusion. On va faire en quelques... Ça a été extrêmement riche, donc merci à nos experts, merci à nos invités. Juste quelques mots très rapides. Dominique nous a, je crois, avec force et conviction, convaincus du fait que la France ne pouvait être crédible qu'au travers de l'Europe et avec un partenariat extrêmement fort avec l'Allemagne. Et que par rapport à cela, il y avait nécessité aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'humilité. Je crois que c'est revenu à plusieurs reprises, d'éviter d'avoir une démarche qui soit pas trop arrogante. Christophe, je crois que sur toute la partie opportunité en Asie, vous nous avez convaincus. C'est vrai que quand on voit une croissance qui est 6 fois supérieure à celle du G7 pour les pays dits BRIC, c'est autant d'opportunités sur la partie équipement et infrastructure. Donc il y a de vraies opportunités pour nos entreprises et pour nos savoir-faire, à partir du moment où aussi on y va de manière unie et de manière solidaire les uns par rapport aux autres. Un point sur la partie mondialisation, et je reviendrai sur ce que Laurent disait, sur la fédération de l'État-nation, qui est quelque part imposée par la partie mondialisation, avec un risque de marginalisation qui peut s'opérer de manière assez forte. Dernier point que j'ai retenu, quand même, c'est ce rôle qu'a la France, au-delà de son rôle économique, de son poids économique, c'est ce rôle diplomatique que nous avons, qui est connu, reconnu et qui est puissant au niveau mondial, et qui est pour nous quelque chose d'extrêmement important et une force sur laquelle il faut capitaliser. Voilà, en quelques mots très très rapides. Gilles. Merci beaucoup Thierry, merci messieurs, merci.